Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va faire un tour chez McKinsey, puisqu'ils ont proposé de lire 6 interviews avec des CEO de grands groupes internationaux. Il y a un japonais, il y a un indien, il y a un groupe anglais, américain aussi. Et je trouvais intéressant de faire une espèce de résumé thématique de ces entretiens, qui sont évidemment, comme toujours, dans les notes du podcast. Le thème principal, en fait, de ces interviews, c'est comment transformer une organisation alors qu'on est dans un monde très incertain. Avec les transformations, d'habitude, on a besoin de stabilité pour faire des pas assurés, pour pas se casser la figure, si on prend la métaphore de la marche, par exemple. Alors, on va regarder ces entretiens. Je vous ai préparé 5 catégories, 5 types d'enseignements, finalement, que ces personnes nous donnent. Je remarque maintenant que sur les 6, il n'y a aucune femme. Bon, c'est pas terrible. Donc, ce sont ces 6 messieurs. Et ce qu'ils nous disent sur le leadership. Catégorie 1, vision et finalité. Catégorie 2, culture et mobilisation. Catégorie 3, pratique de leadership. Catégorie 4, stratégie et exécution. Catégorie 5, leadership dans l'incertitude. Vision et finalité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la clarté de la finalité chez ces gens-là. Ils ont une espèce de... Alors, ils appellent ça leur étoile du Nord, ce qui n'est pas la première fois que vous entendrez cette expression, mais c'est vraiment l'étoile polaire qui guide toute l'organisation. Et alors, je dirais les moyens de la définir sont variables en fonction de la culture de l'entreprise, du pays, etc. Mais il y en a une et elle est suivie souvent de manière persévérante, de manière vraiment forte. C'est vraiment un driver de comportement dans ces entreprises. Alors, quel type de boussole, quel type d'étoile du Nord? Il y en a certains qui, tout à fait ouvertement, parlent d'impact sociétal. Donc une entreprise qui n'existe pas seulement pour enrichir ses actionnaires, mais aussi pour transformer la vie de millions, voire de milliards de personnes. Je pense en particulier là aux dirigeants indiens qui avaient une dimension sociétale de développement de son pays qui est très très forte. Vous pourriez me dire, oui, évidemment, il y a encore beaucoup d'Indiens qui vivent dans la pauvreté. Bah non, pas évidemment. Oui, il y a beaucoup d'Indiens qui vivent dans la pauvreté, mais on a aussi beaucoup de problèmes à résoudre chez nous. Il faut pas croire. D'autres problèmes que celui-là, quoique, il y a encore beaucoup de pauvreté en Occident aussi. Mais disons, voilà, si vous fabriquez je ne sais pas quoi, c'est pas parce que autour de vous, les gens ont l'air de bien vivre qu'il n'y a pas de projets sociétaux sur lesquels travailler. D'autres expriment des visions sous forme de récits plutôt mobilisateurs, être un meilleur nous avant d'être un grand nous, etc. Donc, la raison d'être, cette finalité, le purpose, comme on dit en anglais, c'est vraiment le moteur premier de l'action collective. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel nous insistons beaucoup, quand les gens nous écoutent, quelque chose à définir très très en amont de n'importe quelle idée ou projet de transformation. Deuxième catégorie de leçons de ces entretiens, au niveau culture et mobilisation. Deuxième enseignement, toute transformation réussie est d'abord culturelle. Alors j'étais tellement content de lire ça, parce que c'est quelque chose qui est difficilement audible chez beaucoup de mes clients. Ils veulent bien parler de structure, ils veulent bien parler de processus, ils veulent bien parler de leadership. Alors pas pour eux, mais pour leurs troupes. Mais la transformation culturelle, c'est pas facile, mais c'est fondamental. Et donc la meilleure stratégie de transformation ne vaut rien si la culture de l'organisation ne la soutient pas. Alors, il y a une espèce de petit vade-mecum de la culture et de la mobilisation culturelle pour le changement, constance des messages, des idées assez simples, des mantras assez simples qui peuvent guider un peu le quotidien. Proximité avec le terrain sont très importants, l'expérience par les collaborateurs, donc il faut écouter ce que les gens disent plutôt que leur imposer des valeurs qu'on aura créées soi-même. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la culture, c'est en même temps le frein et le levier de la transformation. Le frein, parce que c'est ce qui existe aujourd'hui, auquel les gens sont habitués, donc dans leur zone de confort, donc ils ne vont pas vouloir en changer.
et le levier de la transformation, puisque c'est par la culture qu'on va réussir à adopter de nouvelles manières de faire, donc se transformer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet de changement culturel, entre guillemets, eh bien, ceux qui réussissent, ils arrivent à en faire une énergie mobilisatrice, un espèce de cadre dans lequel on va pouvoir se réinventer. Troisième catégorie, au niveau leadership, pratique de leadership, parce qu'évidemment la question leur est posée, qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, etc. Alors, pratique managériale forte, et vous pouvez lire entre les lignes que je pense que dans ces entreprises-là, il y a pas mal de gens qui ont dû changer. Mais oui, c'est malheureux, mais c'est plus facile de changer les gens que de les faire changer, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Alors nous, on existe, Coaptin, pour essayer de les aider à changer, s'ils veulent, mais quand ils veulent pas. Et donc il y avait une certaine quantité de, y compris des gens très très hauts, enfin dans des très très grands groupes, le CEO qui disait, une chose que j'ai appris ces 6 dernières années, eh bien c'est que j'aurais dû peut-être me séparer de certaines personnes beaucoup plus vite. Parce que pas aligné, parce que pas d'accord, parce que pas volontaire. Au-delà de ça, transparence, exemplarité. Parler vrai, assumer les risques, montrer l'exemple, même dans l'inconfort, dire oui c'est pas facile pour moi mais on le fait quand même. C'est des choses qu'on connaît bien. Deuxième pilier, prendre rapidement les décisions difficiles, y compris en termes de personnel, on vient d'en parler. Troisième pilier, gestion des talents. Il y en a un qui parle des 3 C, caractère, compétence, culture. Je trouve intéressant comme triptyque de base. Donc, et il dit que pour lui le plus important c'est le caractère parce que c'est ce qui change le moins vite, le moins bien. Il y a un des CEO qui parle de son entreprise comme d'une entreprise sportive, d'un club sportif. Bon, mais je trouve intéressant ces piliers, transparence, exemplarité, rapide décision, difficile à prendre rapidement, ne pas tergiverser, et puis s'occuper de construire une usine à talent. Quatrième catégorie, stratégie, exécution. Très intéressant de les lire, se battre un petit peu avec cette idée d'ambition de long terme et discipline d'exécution. Il y a un terme pour ça, on appelle ça l'ambidextrie organisationnelle. C'est cette idée de comment je fais pour en même temps me transformer, innover, et sinon, ambitionner sur le long terme, et puis de l'autre côté, je dois quand même livrer mes pièces demain. Et comment je fais les deux en même temps. Et donc, très intéressant d'entendre des gens, alors c'est des grands groupes, mais je pense que ça s'applique aussi aux PME, surtout aux PME familiales, des investissements qui se pensent à l'échelle de décennies. Et donc, en particulier, il y a le CEO de Bloomingdale's, qui est un grand chaîne de magasins aux États-Unis, un peu comme les Galeries Lafayette ou le Printemps. D'ailleurs, c'est l'ancien directeur des Galeries Lafayette, qui est maintenant chez Bloomingdale's aux États-Unis, et il dit ce qui l'a choqué le plus, c'est le court-termisme américain, alors qui n'est pas dû que à l'appel de la bourse, qui est court-termiste par nature, malheureusement, mais aussi une espèce de culture de court-termisme. Alors, donc, ambition long terme, VS, discipline d'exécution, il faut enlever le VS, il faut essayer de faire les deux en même temps. Et il disait, l'exécution, c'est vraiment la rigueur du quotidien. Priorité claire, objectif traduit en action concrète, des choses qui soient très claires. Ça doit être, le champ devant nous doit être complètement libre d'obstacles. Certains, quand on veut parler cette fois de la partie ambition long terme, parle plutôt de faire collaborer beaucoup de personnes. Il y a dans un des grands groupes, il a pris 500 personnes pour définir la stratégie, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour aligner les gens ? Eh bien, voilà, il faut leur parler. Donc, sur le court terme, on est dans la discipline, on est dans la focalisation, on est dans la rigueur. Sur le long terme, on est dans la discussion, on est dans l'échange, on est dans la collaboration. Et je trouvais ça intéressant. 5e catégorie, leadership dans l'incertitude. Un sujet à part, surtout par les temps qui courent. Et en fait, ils disent que le leadership se joue dans l'incertitude. Ça veut dire que n'importe qui est capable de naviguer, vous connaissez la métaphore, par beau temps. Il suffit de s'asseoir et de se laisser naviguer. Et le leadership, c'est pas ça. Et donc, ils disent tous qu'il faut accepter d'entrer en territoire inconnu. Et c'est intéressant, il y en a même un qui dit, c'est le patron de Rolls-Royce, qui dit « Je dis toujours à mon équipe de leadership que quand ils discutent et qu'ils doivent décider, c'est bon signe, ça veut dire qu'on est en territoire inconnu, et c'est ce qu'on veut. Quand on est en train d'innover, quand on veut progresser, on est en territoire inconnu. Et donc c'est normal.
Donc il faut reconnaître ses limites, il faut affronter les héritages du passé, les traiter, s'en débarrasser quand c'est nécessaire, les élever quand c'est nécessaire. Donc je trouvais intéressant cette idée que il faut pas avoir peur. La confiance des équipes est lente à gagner, rapide à perdre, donc il faut pas avoir peur de parler avec les gens et de leur faire comprendre que il faut accepter une certaine dose d'inconfort, surtout au plus haut niveau direction, département. Et le rôle, comme son nom l'indique, le rôle du leadership, c'est de donner, dans ces moments d'incertitude, une clarté de direction. J'étais très content de voir qu'il ne parlait pas de vision, mais bien de direction. C'est dans quelle direction on va. Ça peut être pour 2 semaines, ça peut être pour 3 mois, mais vraiment dans quelle direction on va, avec des messages simples et des histoires bien racontées. Donc, je trouvais très intéressant. Ces exemples montrent une chose. Le leadership aujourd'hui, c'est pas une question d'héroïsme, d'être là-haut sur la montagne, en disant, mais c'est vraiment un processus exigeant. C'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière répétée et répétitive. Il faut aligner la direction dans laquelle on va, la culture, les pratiques managériales. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut vraiment essayer de mobiliser les gens pour que les gens se sentent acteurs de cette transformation, parce que c'est là que naît cette puissance collective dont on a besoin pour se transformer. Donc voilà, leadership, pas une posture héroïque, mais vraiment un processus. C'est presque comme si on disait que le leadership, c'est du management, en fait. Mais simplement avec des gens. Voilà, c'est la conclusion de cette semaine. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.